Chers amis, bonjour. Avant tout, je m'excuse pour les 2 dernières vidéos, je n'ai pas pu les faire en français, j'avais pas assez de temps, vous savez c'est déjà très difficile pour faire une vidéo, néanmoins je suis là et j'ai lu vos commentaires justement, je suis vraiment désolée pour les francophones qui me suivent. Donc aujourd'hui, avant tout j'espère que vous passez un bon ramadan aussi. Aujourd'hui, on va voir une des figures emblématiques de l'Algérie, qui peut-être pas très connue, c'est le colonel Mohammed Hadj, dont le vrai nom est Akli Amokran, l'un des grands guerriers algériens qui a combattu le colonialisme français dans les glorieuses montagnes du Djurdjura. Et on lui reconnaît notamment son efficacité, son engagement dans ce qu'on appelle la guerre des sables qui avait éclaté entre le Maroc et l'Algérie à cause des frontières. Dans la vidéo en arabe, j'avais mis un petit extrait des aveux du roi Hassan II après durant cette période, ce qu'on appelle la guerre des sables, où il avoue... Depuis ce matin 6 heures, la ville de Figuig est l'objet d'attaques extrêmement violentes de la part de l'armée algérienne. Les troupes algériennes, d'après les derniers renseignements qui nous sont parvenus, ont pénétré de plusieurs kilomètres sur le territoire marocain, s'efforçant et réussissant à occuper les hauteurs dominant la ville de Figuig. Un bombardement extrêmement violent a eu lieu. On déplore des victimes parmi les civils et la petite garnison militaire qu'il y avait à Figuig. Car en fait, il n'y avait à Figuig qu'une compagnie de l'armée royale. Je souhaite que le nombre des victimes ne s'étende pas au-delà de ce qui est déjà constaté. Et au moins, ce roi-là a oublié comment a commencé la guerre des sables et pourquoi l'armée algérienne est arrivée jusqu'au Figuig. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc nous allons commencer par le commencement. Pourquoi a débuté la guerre des sables? Le roi du Maroc a pénétré en Algérie. Il a pris 2 oasis algériennes, Hassi el-Baïda et Tinjoub. Le 1er octobre 1963, je rappelle que l'Algérie venait juste de sortir d'une grande guerre, une guerre vraiment meurtrière qui a laissé des séquelles incroyables sur la population algérienne. Donc elle venait à peine de sortir de la guerre d'indépendance et on n'a même pas pu penser encore nos blessures que l'armée algérienne est rappelée aux frontières pour défendre l'intégrité territoriale de l'Algérie. Et les combats vont commencer le 8 et le 9 octobre 1963 entre les 2 armées. L'Algérie va récupérer rapidement Hassi el-Baïda et Tinjoub, mais elle ne va pas les garder longtemps parce que le Maroc va riposter, il va les reprendre encore une 2e fois. Et ça va être ainsi durant 4 mois et 26 jours. C'est là que va intervenir justement notre colonel, le grand colonel Mohammed Hadj, qui est Mohammed Hadj. Donc Akli Amokran, plus connu sous le nom de Mohammed Hadj, est né en Kabylie en 1911 à Bouzegane, donc dans la wilaya de Tizi Ouzou. Il est mort le 2 décembre 1972. Il était colonel de l'armée de libération nationale. Il a notamment été à la tête de la Grande Kabylie. Après le décès ou le martyre du colonel Amérouche, il avait pris le commandement de cette région-là. Et il a fait des études à Michli, où il a obtenu en 1926 un certificat d'études. Malheureusement,
malheureusement, il a dû interrompre ses études pour subvenir aux besoins de sa famille qui était dans un état précaire à cette époque-là. Il avait même tenté une immigration en France en 1947, mais il n'est pas resté longtemps. Il est tout de suite revenu en Algérie en 1948. Il est connu pour avoir rejoint très tôt la guerre de libération nationale. Il a commencé par justement ramasser des fonds, par assister à des réunions et après, en 1955, il s'est engagé complètement dans la guerre de libération. Donc, il a engagé même sa famille dans le combat armé, puis les échelons rapidement au sein de la LN. Il était élevé au grade de commandant adjoint politique du colonel à Mirouche en 1957. Il va assumer le grade de colonel chef de la Wilaya 3 en 1959, donc nominé par l'état-major de la LN. Je rappelle qu'il était parmi les dissidents en 1900, juste après la guerre d'indépendance, donc il y avait ce conflit armé, il y avait plutôt ce conflit interne entre plusieurs chefs historiques de l'Algérie à cette époque-là, donc des dissidents qui n'acceptaient pas, ou ils avaient des problèmes avec Ouari Boumediene ou avec Ben Bella, avec plusieurs problèmes de commandement, problème du choix comment diriger l'Algérie. En tout cas, on sait très bien qu'après une telle guerre, une indépendance, c'est difficile de mettre sur les rails un pays qui a été complètement décimé durant 130 ans d'oppression. Et il y a eu ce conflit interne-là qui a impacté justement sur la société algérienne meurtrie. Et donc ces différents-là qu'ils ont commencé juste après l'indépendance de l'Algérie. Donc Mohamed El Hadj était aux côtés du grand monsieur qui était Aït Ahmed, et ensemble ils ont fondé ce qu'on appelle le FFS, le Front des Forces Socialistes. Mais lorsqu'il y a eu l'agression contre l'Algérie, Mohamed El Hadj a complètement laissé de côté ces différends, l'a laissé de côté toute cette histoire-là. Il a pour accourir du côté de Tindouf, donc aux frontières avec ses troupes, pour encore une fois s'engager dans une guerre pour défendre cette fois-ci l'intégrité territoriale de l'Algérie. C'est Mohamed El Hadj qui va justement arriver à s'infiltrer sur le sol marocain, et il va arriver jusqu'à la ville de Figuig. Il va prendre les hauteurs de la ville de Figuig. Extrêmement violente de la part de l'armée algérienne. Les troupes algériennes, d'après les derniers renseignements qui nous sont parvenus, ont pénétré de plusieurs kilomètres sur le territoire marocain. Dans cette guerre-là, la guerre des sables, on reproche à l'Algérie d'avoir agressé le Maroc. C'est incroyable comment les faits sont retournés, comment les faits sont interprétés autrement. Et la riposte de l'Algérie pour les déloger est considérée comme une agression. Donc il fallait laisser le roi Hassan II pénétrer en Algérie, le laisser prendre ce qu'il désire, et sous prétexte que il y a le rêve du Grand Maroc, le délire là du Grand Maroc, on doit le laisser faire et ne pas riposter. Et riposter, ça a été pris comme une agression. On reproche également à l'Algérie d'avoir appelé au secours Cuba et l'Égypte. Je rappelle que les Cubains et les Égyptiens, les Cubains sont eux-mêmes qui ont proposé leur aide à l'Algérie. Et l'Égypte était là comme un soutien technique. Donc, je rappelle qu'il n'y a aucun soldat, ni égyptien, ni cubain, qui s'est battu avec l'armée algérienne. En parallèle, je rappelle que le Maroc également était soutenu et aidé logistiquement et par l'Amérique, les États-Unis, et par les Français. Les Français étaient dans l'armée
marocaine aux côtés des dirigeants marocains à qui ils apportaient un complet soutien logistique. La finalité, le roi du Maroc a fini par signer les décrets et les ententes autour des frontières définitivement. Ça a été signé, il a posé sa signature, il a publié dans le bulletin officiel et ça a été enregistré au niveau de l'ONU. Donc c'est une histoire qui est réglée définitivement, qu'on n'y revient pas dessus. Et 3, les dernières sorties là de leur directrice des archives là qui s'appelle Behija Simou, qui dit qu'elle a des archives et qu'elle doit revoir ceci cela, et on lui fait un tapis rouge, toute la presse qui reprend ses propos, on lui fait des entretiens, on lui fait là, mais tout simplement il y a quelque chose qui cloche ici. Parce que cette directrice-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a désavoué Hassan II, tout simplement. Elle a dit, elle a fait de Hassan II un cancre, entre guillemets, car lui, il a signé, il a reconnu les frontières, il a reconnu dans leur bulletin officiel, si on le prend, on le lit, on va avoir une description vraiment détaillée des frontières, de ce qui appartient à l'Algérie, de ce que lui appartient pas, des points, tout est expliqué par très clairement. Et cette dame-là, elle sort d'un coup comme ça et elle dit à Hassan II, t'as tort, tout ce que tu as fait c'est bidon, c'est vraiment gamin. Là, moi je suis ici, je suis mieux que toi, je connais mieux que toi, j'ai des archives. On a tous des archives, figurez-vous. Et moi, j'aimerais bien que la France vous donne des archives. Comme ça, vous allez être tranquille une fois pour toutes et comprendre qu'il y a des régions qui ne vous appartiennent pas. Il y a des régions que vous avez pris grâce au traité de la Lambernia en 1844 et un autre traité de 1916 quand vous êtes passé sous protectorat français, et que vous allez être choqués parce que même le Figuig et Tafilette ne vous appartenaient pas déjà. C'est venu avec l'entente que vous avez eue avec les Français en 1844, bref. Donc, en conclusion de cette petite vidéo, je rappelle que le 1er octobre 1963, le Maroc a agressé militairement l'Algérie en prenant position sur les sols algériens, sur les terres algériennes. Donc, la guerre a eu lieu sur les frontières, Tindouf, Béchar et Figuig. On a vu qu'elle a duré 4 mois et 26 jours. En réalité, l'issue militaire était dans une impasse. On était parti sur une guerre peut-être de plusieurs jours, de plusieurs années, sans l'intervention de l'Union africaine et de quelques pays pour justement mettre fin à cette guerre. Et que la possibilité qu'il y ait lieu un cessez-le-feu, finalement, que les frontières ont été approuvées des deux côtés, signées, adoptées, publiées et enregistrées à l'ONU. Du côté algérien, malheureusement, il y a eu beaucoup de morts, on déplore beaucoup de morts, c'était évident, c'est une armée qui n'était pas encore structurée, qui venait de sortir d'une guerre affreuse, et la finalité, c'est que le dossier des frontières est entièrement clos selon les lois internationales, selon les lois nationales, que ce soit les nôtres. Pour eux, je ne sais pas, parce que dans leur dostour, il y a cette histoire de frontières qui n'est pas définie, et c'est le seul pays au monde où ces frontières ne sont pas définies, et c'est un manque flagrant de discernement, et c'est une porte laissée à une pensée qui est très expansive et colonialiste, parce que tous les pays, ils mettent leurs frontières délimitées, limitées, claires, nettes, sauf le Maroc qui est écrit les frontières al-Haqqa. Alors ça n'existe pas dans le droit international ou dans la logique des choses ou dans une pensée positive, une pensée négative aussi, il n'existe pas de frontières Haqqa. Il existe des frontières limitées, écrites et sues. Nous, on connaît notre frontière, elles sont limitées, elles sont là, elles sont enregistrées et elles sont protégées. Et qui a agressé, je rappelle, ça, c'est des méthodes marocaines depuis depuis l'Antiquité. Le Maroc a toujours profité d'un moment de faiblesse de l'Algérie pour attaquer, pour
se dire je vais prendre des terres algériennes, parce que depuis l'Antiquité, le problème avec le Maroc, c'était d'accaparer les terres algériennes. Je ne comprends pas. Tidouf a toujours été là, Tlemcen a toujours été là, Oran a toujours été là, et les sultans du Maroc ont toujours tenté de prendre ces terres-là bien avant la régence d'Alger, bien avant l'islamisation de l'Afrique du Nord. Ça a toujours été une guerre que le Maroc a déclarée à l'Algérie autour des villes frontalières. Et là, il a profité de ce conflit en Algérie juste après l'indépendance pour envahir l'Algérie. Et les Algériens n'ont fait que riposter, n'ont fait que se défendre et défendre l'intégrité territoriale de l'Algérie. Je rappelle que après le cessez-feu, l'Algérie a récupéré toutes ses terres et il n'a rien perdu, même pas 1 centimètre de terre. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. J'espère que vous allez être bien, que vous allez passer le reste du Ramadan tranquille, et on se retrouve très bientôt.